Bienvenue aux rencontres citoyennes de l'association Evel-Eco, qui cette année présente l'année européenne des citoyens, animée ce soir par Geneviève Fontaine de l'association Evel-Eco et Philippe Chemla de l'association Evel-Eco aussi. Année européenne des citoyens, si tu veux bien, on va commencer, Geneviève, par simplement rappeler pourquoi cette initiative de l'Union européenne, relayée ici par le ministère des Affaires étrangères et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc en fait, on est dans un programme qui s'appelle l'Europe au quotidien, l'Europe des citoyens. C'est un programme qui est né en 2006 au niveau de l'Union européenne, quand effectivement on constate un certain écart entre la perception que les citoyens européens ont de l'Europe et ce que l'Europe voudrait transmettre comme message. Et donc il y a un programme qui est créé qui s'appelle l'Europe des citoyens. Et dans ce cadre-là, Evel-Eco propose une série d'animations, d'activités, une par mois pendant 8 mois, puisque au mois de mai 2014, il y aura les élections pour le Parlement européen. Donc le seul endroit où les citoyens européens peuvent participer démocratiquement par leur vote à l'élection d'une institution. Mais on a pu voir, et puis on va continuer de voir qu'en fait, tout au long des mandatures, les citoyens ont la possibilité de s'exprimer et de faire savoir leur point de vue. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc il y a eu un premier café débat. Premier café débat le 17 octobre sur la citoyenneté. Commencer d'explorer la citoyenneté. Oui, c'était sur la place, donc la place de l'Union européenne dans notre quotidien, un petit peu pour commencer à poser le cadre. Et puis donc ça c'était pour le mois d'octobre. Et au mois de novembre, donc on s'est retrouvé le 20 novembre cette fois pour un apéro lecture autour de la citoyenneté européenne à découvrir au travers des textes fondateurs, des textes fondateurs de l'Union européenne. Oui. Ouais, donc l'objectif, c'est vraiment au travers d'événements qui se déroulent tous les mois et qui permettent de réfléchir ensemble. C'est vraiment d'arriver à comprendre comment l'Europe s'est construite. Qu'est-ce que l'Europe pour nous, hein, il y a comme ça des fils rouges qui reviennent. Quelle est la place actuelle déjà de l'Union européenne dans notre quotidien, oui. Au travers de différentes politiques, voilà. Et donc c'est ce on va regarder un petit peu plus en détail. Ouais. S'apercevoir qu'on a tout intérêt donc à se mobiliser et en tout cas à comprendre ces enjeux-là, puisqu'ils interviennent dans notre vie quotidienne. On commence à parler beaucoup des élections municipales, mais quand on voit effectivement que beaucoup de politiques sont impactées ou décidées ou en tout cas influencées c'est un euphémisme, plus de 80% des décisions du Parlement français, donc de l'Assemblée nationale, ont pour but de traduire dans le droit français des décisions ou des directives. C'est pas forcément des décisions, des directives européennes. Voilà. Donc, on parlera tout à l'heure de la nuance qu'il y a entre cette notion de directive et puis la traduction dans le droit français ensuite. Premier fil rouge, donc, qu'est-ce que l'Europe pour vous? Le deuxième, c'est qu'est-ce que la citoyenneté européenne ou qu'est-ce qu'on aimerait qu'elle soit, puisque le premier constat qu'on a fait avec des participants au café débat, c'était qu'il y avait très peu de personnes qui se sentaient citoyens européens. Donc, qu'est-ce que serait pour vous une citoyenneté européenne, puisque pour l'instant elle est très peu ressentie? Et le troisième fil rouge, c'est qu'est-ce que l'Europe? Parce que avant de parler un petit peu de tout ça, de la place de l'Europe dans notre quotidien, de la citoyenneté européenne, il faut revenir quand même sur l'historique de la construction européenne et comprendre comment on est arrivé à cet assemblage de pays avec ces différentes politiques qui sont mises en place et les différents sens que l'on peut y donner. Donc ça sera l'objet d'ailleurs du prochain café débat. Tu nous donnes la date? Le prochain café débat, il sera le 19 décembre, c'est un jeudi. Et le thème, ça sera quelle perspective avec un S pour l'Union européenne. Hein, donc quel projet, quelle perspective pour l'Union européenne. Donc voilà, c'est revenir sur l'historique, c'est mettre en perspective l'histoire de l'Union européenne pour pouvoir réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on voudrait que ça devienne. D'accord, le 20 décembre. Rappelons que le 19 décembre, pardon. Rappelons que les cafés débats d'Evel-Eco sont. Le café débat, c'est vraiment un endroit où on vient pour discuter, échanger. C'est un moment convivial. On partage effectivement une collation, on partage un verre et puis on discute effectivement toujours quand même avec un apport de connaissances.
Un apport théorique, mais il n'y a pas quelqu'un qui sait et puis qui vient expliquer et puis les autres qui écoutent. Le but est vraiment d'échanger dans une démarche d'éducation populaire de façon à ce que tout le monde puisse se sentir légitime. Oui, ensuite, l'objectif de ce cycle, c'est vraiment que tout le monde puisse se sentir légitime à participer, légitime à parler de l'Europe. Et que tout le monde gagne en pouvoir d'agir. Et donc concrètement, on verra dans d'autres, on peut en parler un petit peu aujourd'hui, que l'Europe nous offre énormément d'espace d'expression et que donc l'objectif c'est qu'on puisse mieux s'en saisir aussi. Parfait. Pour ce soir, pour commencer, ce serait peut-être bien de revenir sur quelques exemples concrets de ce que l'Europe fait en fait au quotidien. Pour nous, citoyens français et aussi européens. Et aussi européens. Donc il y a un tas de thèmes sur lesquels l'Union européenne intervient dans notre quotidien. Celui qui nous concerne tous, c'est la consommation. C'est alors, quelque chose. Quelques exemples sur la consommation, si tu veux bien. Quelques exemples. Il y a des normes. Par exemple, on est en période avant Noël. Il y a des normes sur les jouets. La norme CE sur les jouets qui garantit effectivement aux consommateurs que le jouet va être sans danger pour l'enfant en ce qui concerne ses matériaux, sa manière d'être construite. Ça c'est une harmonisation au niveau européen avec des niveaux d'exigence dans l'Union européenne qui sont plus élevés que bien ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est un apport. On peut se référer au petit logo CE de la norme des jouets et on sait que le jouet est sans danger pour l'enfant. Après, il y a un tas donc il y a des labels comme ça. Il y a un label sur le bio aussi, alors qui est plus discutable parce que il est là pour le coup, c'est une norme européenne qui est moins exigeante que ce que pouvait être la norme française. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que l'Union européenne va mettre des normes minimales à atteindre. Quand un pays est déjà au-dessus, l'Union européenne ne lui demande absolument pas de détruire ce qu'elle a fait et de redescendre. Absolument pas. Oui. Absolument pas. Souvent, c'est vécu comme ça et c'est ce que les pays vont faire. L'Union européenne dit juste c'est un seuil minimum à atteindre. Alors parfois une forme de référentiel. Une forme de référentiel minimum, c'est-à-dire que ça n'empêche pas un pays d'aller au-delà de ce référentiel. D'accord. Par contre, ça tire vers le haut. Ça tire vers le haut, ça oblige. Qui auraient eux une législation nationale inférieure à la norme que met en place l'Union européenne. Oui. Donc parfois, les normes européennes nous obligent à aller vers un mieux-disant, que ça soit, alors c'est rarement un mieux-disant social, mais un mieux-disant environnemental, ça nous arrive très souvent, que l'Union européenne nous oblige à nous améliorer. Parfois, la norme européenne, en ce qui concerne le social en particulier, est inférieure à ce que nous, on fait déjà, mais en France, mais jamais l'Union européenne ne demande à ce qu'on rediminue nos droits sociaux, etc., pour s'aligner sur les autres pays. C'est là où il y a la place du débat national en même temps que c'est là qu'il y a la place du débat national. Alors on dit toujours, le problème c'est que l'Union européenne, en même temps, instaure la concurrence libre et non faussée. Et que ça, donc, voilà. On peut difficilement le nier. C'est quasi un dogme. C'est évident. Mais s'il y avait vraiment coopération, mais ça sera l'objet du prochain café débat. S'il y avait vraiment coopération entre les pays et pas effectivement concurrence entre les pays, on verrait pas forcément se développer ce phénomène de dumping social. Donc c'est aussi un problème de comment l'Union européenne a été construite qui fait ça et sur quelle valeur et sur quelle base. On y reviendra dans la deuxième partie de cette émission où on reviendra un peu sur les textes fondateurs. Mais si tu veux bien, continuons avec quelques exemples concrets. Toujours dans la consommation, juste la baisse du prix par exemple de la téléphonie mobile. C'est dans quel sens ? Dans le sens où l'Union européenne effectivement impose la concurrence libre et non faussée. Ah oui. Donc c'est l'Union européenne qui quelque part tape sur les doigts des grands opérateurs nationaux pour qu'ils laissent pour qu'elles laissent Free par exemple accéder à la téléphonie et pouvoir avoir et à l'internet et ça provoque avec l'impact qu'on a pu remarquer, c'est une baisse du prix des télécommunications. C'est l'Europe qui fait aussi donc un petit peu la chasse aux ententes entre les entreprises qui se font toujours sur le dos du consommateur pour obtenir des prix plus importants. Par exemple, une des dernières condamnations, c'était sur les machines à calculer. Donc tous les parents savent à la rentrée que quoi qu'on fasse, on les trouve à la même prix dans tous les supermarchés et que c'est très compliqué d'arriver à en trouver moins cher. Les machines à calculer pour les collèges ou les lycéens. Et là aussi, l'Union européenne a donc condamné pour une entente
illégale entre les grandes surfaces et les fabricants pour que effectivement, et c'est le consommateur qui paye dans ces cas-là. Mais dans ce cas, comment les consommateurs ont la possibilité de faire remonter vers l'Europe des constats qu'ils pourraient faire d'entente, on va dire d'entente illicite ou alors là c'est via des associations comme les associations de consommateurs, de défense des consommateurs. Après il y a un médiateur de l'Union européenne, mais c'est pas tellement sur ça qu'on va pouvoir le saisir. Là c'est le rôle de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire des associations ou des syndicats de faire remonter ce genre de choses, mais surtout il y a la possibilité de faire remonter ce type d'informations mais le consommateur à son niveau ne peut pas le voir, il ne peut pas le vérifier, il peut pas avoir fait le tour de tous les supermarchés, de toutes les marques possibles, etc. Il va pas perdre son temps à ça, donc il ne peut pas avoir une vision objective du fait qu'il y a entente. Ça ne peut se voir que sur une grande échelle. Donc, par contre, c'est vraiment l'objectif ou c'est vraiment la mission de certaines associations de défense des consommateurs. Voilà, mais c'est moins au niveau individuel. Donc là, l'Union européenne intervient comme une protection par rapport au consommateur, qui lui ne peut pas se défendre tout seul face effectivement aux grandes enseignes. Il n'a pas la possibilité de se défendre tout seul, et donc l'Union européenne intervient comme un garant, une protection. Là, dans tout ce qu'on a parlé de normes de consommation, c'est le rôle de l'Union européenne, c'est d'être une protection par rapport aux consommateurs. Oui, on a souvent une image de la norme comme étant quelque chose de contraignant qui oblige, mais on peut aussi regarder le côté positif. Oui, on retrouve la même chose sur les normes sanitaires, par exemple, qui sont pour but de protéger tous les individus. On trouve des normes sanitaires sur l'alimentation, sur le fait que on doit avoir un étiquetage précis de la composition des produits. Ça, c'est quand même quelque chose qui a imposé aussi l'Union européenne à tous les pays. L'étiquetage avec la composition, avec la provenance éventuellement quand c'est de la viande, etc. Ça c'est réglementé en tout cas pour que ça soit lisible. Vous prenez un emballage dans un autre pays, vous arriverez à le décrypter parce que ça sera présenté de la même manière, etc. Et il y a l'obligation de traduction dans les différentes langues de l'Union européenne aussi pour que ça puisse être compréhensible. Voilà, c'est des choses comme ça. Après, c'est sur la santé qu'intervient beaucoup, toujours dans la protection. Beaucoup. Alors ça, la santé, moi je sais que par exemple, c'est sur les paquets de cigarettes, les photos, les images qu'il a sur les paquets de cigarettes, ça vient de l'Union européenne. Oui, toujours dans une protection, dans une idée de protection, et c'est les mêmes photos, c'est une même campagne qu'on va retrouver partout en Europe, avec donc les messages fumez-tu, etc. Et ça c'est aussi l'Union européenne. Ce qu'on sait moins souvent, c'est qu'il y a un numéro d'urgence qui est valable partout en Europe. Donc où qu'on soit dans l'Union européenne, on est témoin d'un accident ou victime d'un accident ou du moindre problème, on a un numéro qui marche partout. Et c'est lequel ? C'est le 112. Alors le 112, que vous soyez en Europe. Où qu'on soit, ça va déboucher, ça va vous mettre en contact avec les secours locaux. Et ça va vous permettre voilà. Donc c'est un numéro, c'est ça aussi, c'est des choses, c'est des petites choses qui nous semblent petites, mais ça demande énormément d'efforts de coordination derrière. Certainement, mais effectivement, ça n'a d'utilité que si on se déplace en Europe. Voilà. Oui, mais enfin, on est aussi pour ça qu'il y a peu de visibilité pour ce type de peu de visibilité pour ce type. C'est pareil, il y a une carte de sécurité carte européenne de santé que l'on peut demander donc à notre caisse d'assurance maladie, qui est valable 1 an, et qui nous permet effectivement d'être pris en charge au niveau des soins médicaux. Donc ça, je suis allé vérifier sur le site amélie.fr, enfin sur le site Sécurité sociale, et effectivement, c'est très accessible. C'est très simple. On la reçoit en 8 jours directement chez soi. C'est très simple. Et c'est vrai qu'avant de partir, mais en Europe, avoir cette carte sur soi, ça permet, s'il nous arrive le moindre problème, d'être soigné avec la garantie de la sécurité sociale française. Voilà, donc ça c'est quelque chose. Donc sur la santé, effectivement, il y a des choses. Après, ce qu'on entend, si on reste sur cette question de la santé, ce qu'on entend, c'est l'Europe influence le système de soins français, par exemple, que c'est l'Europe qui nous pousse à détricoter la protection que l'on pouvait avoir jusqu'ici. Alors l'Europe définit toujours, c'est le problème toujours du partage des compétences entre l'Union européenne et les États, dont la France. Voilà, l'Europe définit des directives. On en parlait tout à l'heure au tout début.
Ces directives, c'est quelque part des directions qui doivent être ensuite traduites avec la tradition, avec l'habitude, et avec les autres lois dans le droit de chaque pays. Et donc c'est le travail, c'est de nos parlementaires, oui, de traduire ces directives européennes pour qu'elles soient compatibles avec notre constitution, avec les autres ensembles de lois que l'on a, et de les traduire dans le droit français. Mais ça laisse donc une marge quand même de manœuvre sur la traduction. Et il y a des choses, effectivement, souvent on nous dit l'Europe nous impose. Et en fait, c'est pas vraiment l'Europe qui impose, c'est la manière dont ça a été traduit dans le droit français. Je prends un exemple. C'est vrai que l'Europe impose le fait qu'il n'y ait pas de monopole sur plein de secteurs, sur plein de domaines. En particulier sur les télécommunications, sur tout ce qui fait réseau, télécommunications, téléphone, électricité, etc. Mais l'Europe n'a jamais, donc elle a demandé effectivement qu'une entreprise comme EDF soit mise en concurrence en ce qui concerne le service d'électricité. Qu'elle ne soit pas le seul fournisseur. Mais elle n'a pas demandé qu'EDF soit privatisé. Elle n'a jamais demandé qu'EDF soit privatisé. Alors après, on peut dire, on peut pas faire autrement. Si on met en concurrence, faut privatiser. Mais ça, c'est un choix politique purement français. Il y a d'autres pays en Europe qui n'ont pas fait ces mêmes choix. On a juste un tout petit peu déraillé. On était sur les exemples concrets. Donc tu nous as parlé de la santé. Alors l'Europe assure la libre circulation. Voilà. Alors concrètement, oui. La libre circulation pour un citoyen français et européen, ça signifie quoi? Alors la libre circulation, c'est d'abord au départ la libre circulation des marchandises, des biens. Puis des services, donc c'est le fait que on peut trouver des produits européens, partout et qu'ils vont rentrer librement, qu'ils vont pas être taxés et que les produits français vont pouvoir aussi aller se vendre librement dans les autres pays. Donc ça nous concerne uniquement en tant que consommateurs. Alors ça peut nous concerner aussi quand on est travailleur dans une entreprise qui exporte. Bah c'est bien si on est travailleur dans une entreprise qui a du mal à exporter, ça va être moins facile. La libre circulation, c'est aussi, en ce qui concerne en tout cas la France, puisqu'elle fait partie de l'espace Schengen, c'est la libre circulation des hommes. Donc pas seulement des travailleurs. Au départ, c'était que les travailleurs en Europe qui avaient le droit de bouger. Avec les textes fondateurs. Aujourd'hui, c'est la libre circulation des hommes, des personnes. Donc la liberté d'aller faire ses études dans les autres pays européens, la liberté d'y aller en vacances sans avoir on passe des frontières, elles existent toujours, mais avec un espace de douane qui existe toujours aussi, mais qui est volant sur l'ensemble du territoire. Il n'y a plus de frontières marquées. Il y a la liberté d'aller travailler dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Gros débat actuellement. Bien sûr. Liberté d'aller travailler dans n'importe quel pays européen en choisissant si l'on prend la protection sociale de son pays d'origine ou du pays d'accueil. Et puis il y a la possibilité. Là justement, le débat, c'est le fait que un travailleur d'un autre pays avec des normes sociales moins élevés que les nôtres puissent venir travailler ici et ne payer les cotisations sociales que correspondantes à son pays d'origine. Et c'est là où on parle aussi aujourd'hui de dumping social. Ça crée une distorsion. Ça crée une distorsion, mais il faut se demander qui en est à la base, quoi. C'est quand même des comportements individuels d'entreprises qui vont rechercher absolument à avoir les coûts les moins chers possibles, etc. Et aller chercher et aller demander donc à ces travailleurs que l'on va embaucher dans les pays européens, à qui ont des conditions sociales. En fait, on impose. On va leur demander, oui, de cocher la case, comme quoi ils prennent la sécurité sociale de leur pays. Donc c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas un rapport égalitaire sur le marché du travail, et c'est aussi le fait que il y a des comportements. Est-ce que c'est Mais la directive européenne, elle laisse le choix. La directive européenne, elle laisse le choix. Et quand un Français ou un Allemand, lui, va travailler à l'étranger, bah, bien sûr qu'il choisit de garder la sécurité sociale française ou la sécurité sociale allemande, et que il va pas cocher la case de prendre la sécurité sociale de l'Irlande, par exemple. Ouais. Donc voilà le genre de points qui se débattent dans les cafés débats. On laisse la place aux informations. Les rencontres citoyennes de l'association Evel-Eco, deuxième partie de notre année européenne des citoyens. On va continuer, si tu veux bien, Geneviève, avec les exemples de ce que l'Europe fait pour nous. On s'était arrêté sur la circulation, et peut-être juste un petit point sur ce qui se passe lorsque l'on est retraité.
Donc la libre circulation des personnes en Europe, elle concerne aussi les retraités, effectivement. On voit bien aussi sur la Côte d'Azur que beaucoup de retraités d'autres pays européens viennent s'y installer. Ça, c'est pas lié à la construction européenne. Non, mais c'est parce que aussi ça permet, la construction européenne permet de toucher sa retraite, même si on est installé dans un autre pays de l'Union européenne. Donc on peut, les droits sociaux acquis, on peut les conserver en s'installant dans un autre pays de l'Union européenne. C'est-à-dire, je suis un retraité hollandais et je peux venir m'installer sur la Côte d'Azur et continuer de percevoir ma retraite hollandaise. Oui. Donc comme ça aide quand même à se déplacer et à s'installer. Alors c'est pas forcément sur la libre circulation que la plupart d'entre nous on voit quand même l'intervention de l'Union européenne, parce que à moins d'avoir des enfants qui vont faire des études à l'étranger ou de soi-même avoir les moyens de voyager ou ou d'avoir une activité professionnelle qui entraîne permet de se déplacer. Sinon la plupart d'entre nous c'est quand même pas dans la libre circulation que l'on peut voir. Bon, nous on est quand même frontaliers, donc on voit quand même l'avantage, enfin en tout cas la possibilité d'aller faire des courses ou d'aller se déplacer facilement vers l'Italie, mais c'est quand même réservé à une minorité d'Européens. Le déplacement, même si c'est ouvert à tous. Oui, c'est moins perceptible. C'est moins perceptible. Alors peut-être, je sais pas moi, l'éducation. Là, ça concerne tout le monde, l'éducation. Là, ça concerne tout le monde. Donc l'Union européenne, ne définit pas, c'est pas un de ses compétences, ne définit pas les programmes scolaires. La seule chose que l'Union européenne a demandé, c'est qu'il y ait une harmonisation, par exemple, des études supérieures. Alors pas dans les contenus, mais dans la structure. C'est-à-dire que nous, en France, avant, on avait le DUG en 2 ans, puis la licence, puis la maîtrise, puis le doctorat. Et en fait, on s'est aligné sur un système qui est plutôt anglo-saxon, qui est d'abord la licence, le master derrière, donc 2 ans après, puis le doctorat. Donc c'est le système LMD, licence, master, doctorat. Donc l'Europe n'intervient pas sur le contenu, mais elle a demandé à ce que ça soit la même structure partout, de façon à ce qu'un diplôme obtenu en France puisse être reconnu, et il est reconnu dans tous les autres pays européens, et ça permet la poursuite d'études dans d'autres pays européens. C'est ce qui permet aussi de faire les échanges. C'est ce qui permet de faire les échanges, oui. Alors après, l'Union européenne intervient sur le contenu, en sens où elle va définir des compétences qu'elle aimerait que tous les citoyens européens aient. Ce qu'on appelle par exemple les compétences clés de l'Union européenne, qui se traduisent en France par ce qu'on appelle les compétences de base. Donc des compétences... Donc ça, c'est une influence sur le contenu des programmes. Alors ça va être sur le contenu des programmes, non, parce que toute école primaire va faire ça. Enfin, je veux dire, c'est une initiation, une sensibilisation aux sciences, aux outils numériques, maîtrise de la langue maternelle, maîtrise enfin, ou en tout cas capacité à se débrouiller dans une autre langue étrangère de l'Union européenne, des bases en mathématiques, mais des bases concrètes, des bases sur qu'est-ce que c'est qu'être citoyen, quelles sont les pratiques de la vie sociale et les règles de la vie sociale. Donc bon, il y a comme ça 8 compétences clés, mais on voit bien très bien que c'est des 8 compétences clés qui normalement sont transmises par le système scolaire de base. Par contre, l'Union européenne va revenir en disant que ça doit être activé tout au long de la vie. Donc c'est aussi l'Union européenne qui nous pousse à développer cette éducation tout au long de la vie. Révolution culturelle en France, alors, parce que pour nous c'est le diplôme qui atteste de notre compétence ou notre capacité à faire quelque chose. Pour l'Europe, là aussi, alors c'est une façon plutôt anglo-saxonne de regarder les choses, la possibilité de valoriser d'autres types de compétences que celles acquises dans une formation initiale. Oui, c'est ce qui débouche en France, par exemple, sur la mise en place, il y a déjà plusieurs années, sur la validation des acquis de l'expérience. La fameuse VAE. La VAE, c'est-à-dire la possibilité, j'exerce dans mon activité. Alors nous, on est quand même, encore pour l'instant, c'est une VAE essentiellement par rapport aux compétences acquises dans le domaine professionnel. Bien qu'il soit possible de valoriser aussi ce qu'on a acquis dans le domaine du bénévolat, dans une association ou à l'extérieur. Mais dans notre logique, dans notre culture française, c'est plus les compétences acquises dans le domaine professionnel. J'ai pendant 2 ans, 3 ans, donc il y a des minimums à respecter, en fait, exercer des fonctions qui correspondraient à tel référentiel de diplôme, alors je peux faire valoir mes droits à une équivalence de ce diplôme. Voilà. Alors ça, c'est directement issu des directives européennes sur les programmes de formation tout au long de la vie. Donc pour revenir aux compétences de base, l'Union européenne va demander à ce que éventuellement toute personne puisse revenir
parce que c'est des compétences de base, on a peut-être été sensibilisés, voire on les a peut-être eues quand on était enfant, mais si on les mobilise pas, on peut les perdre, et que donc tout le monde puisse revenir. D'abord, il y en a qui n'y arrivent pas, le système n'est pas parfait non plus, et il permet pas à tout le monde d'acquérir ces compétences de base. Et puis on peut retrouver de la motivation à un autre âge. Retrouver de la motivation à un autre âge, donc développer de l'acquisition de compétences et de la valorisation des compétences tout au long de la vie. Voilà. Donc ça c'est directement issu effectivement de discussions et d'une vision partagée créée au niveau européen. Et là, pour le coup, on est bien sur quelque chose qui a tendance, où la norme européenne, la directive européenne, a tendance à nous amener à, entre guillemets, progresser dans la prise en compte de compétences qui n'étaient pas valorisées jusqu'à présent dans le système français, où seul le diplôme, la formation formelle, qui va être validée par un diplôme, sanctionnée même par un diplôme, va être prise en compte. Vous écoutez les rencontres citoyennes de l'association Evaléco sur Agora Côte d'Azur, et nous parlons de citoyenneté européenne. Sur l'emploi ou les affaires sociales, est-ce que là aussi l'Europe a son influence ? L'Europe a son influence parce que l'Europe va être la financeur. Donc l'Europe on est sur un programme dans l'Union européenne qui est une croissance qui doit être durable et inclusive, c'est-à-dire essayer de favoriser l'insertion professionnelle du plus grand nombre. Alors c'est un peu un message contradictoire avec la concurrence libre et non faussée, mais c'est aussi toutes ces contradictions qui font aussi la richesse. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais il y a aussi, et depuis le tout début de l'Union européenne, un programme effectivement sur le côté social. Le Fonds social européen a été créé il y a très longtemps, quasiment au début de l'Union européenne. Donc cette idée, c'est que l'Europe ici va intervenir par des financements dans des programmes qui vont aider des personnes qui sont éloignées de l'emploi à s'en rapprocher. Donc, il y a des financements européens pour les missions locales. Voilà, concrètement. Les missions locales qui accueillent nos jeunes entre 16 et 25 ans qui ont des difficultés d'insertion, qui sont sortis avec un niveau de diplôme insuffisant pour le marché du travail ou qui veulent prolonger, ça, c'est typiquement des financements européens. Les plis aussi. Les plans locaux d'insertion et d'emploi, d'insertion vers l'emploi, qui sont avec des financements européens et qui vont accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi dans un parcours d'insertion en prenant en compte on a concrètement sur le pays grassois, on a des gens qui sont payés avec des financements, une partie de financement européen, et qui vont accompagner ces personnes avec des rendez-vous, avec des suivis, etc. Oui, avec en plus un maillage territorial plutôt fin, avec et puis un suivi plus personnalisé en fait des personnes. Et ça, c'est permis donc par l'Union européenne intervient aussi énormément sur et là on est en retard nous sur la reconnaissance de l'égalité homme-femme. Voilà, c'est un des grands projets, des grandes missions de l'Union européenne. Et donc dans le droit du travail aussi une reconnaissance effective de l'égalité homme-femme. Le débat sur la parité dont on parle régulièrement ici en France vient en partie de cette injonction européenne. Vient de cette injonction parce que là pour le coup on fait pas partie des pays européens dans lesquels l'égalité on n'est pas les meilleurs élèves, et donc du coup là les programmes européens sur l'égalité homme-femme et sur la parité nous poussent effectivement à nous améliorer. Donc ça c'est quelques exemples dans l'emploi de l'intervention de l'insertion et l'emploi de l'intervention de l'Union européenne. D'accord. Un domaine où il y a souvent contradiction et puis débat, c'est la culture. Est-ce que là aussi les choses ne sont pas aussi manichéennes, tranchées que ce dont on a l'habitude. C'est pareil. Il y a des choses. Il y a d'un côté, on est en pleine discussion avec de libre échange pour un nouvel accord de libre échange avec les États-Unis, entre l'Union européenne et les États-Unis, avec et là l'exception culturelle fait vraiment débat. Le risque de remise en cause de l'exception culturelle. L'exception culturelle, c'est quelque chose qui existe uniquement dans le droit français, qui permet effectivement de protéger, de réserver
des quotas de diffusion sur les radios, sur les télévisions pour de la production culturelle française, ce qui permet aussi, ça protège aussi le prix du livre, qui ne peut pas, donc ça protège les petits libraires puisqu'il ne peut pas y avoir de ça devrait protéger les petits libraires. Même une grande enseigne qui vend par internet, etc., ne peut pas vendre le prix du livre à moins de 5% du prix éditeur, enfin de prix qui est marqué sur la jaquette. Et donc ça protège quand même. Il peut pas y avoir une guerre des prix autour du livre. Mais ça, c'est du droit français. Oui. Oui. Alors l'enjeu, c'est il y a quand même une protection jusqu'à présent de la culture par l'Union européenne, en particulier de la production de cinématographique. Il y a donc un soutien de l'Union européenne à l'industrie audiovisuelle via par des programmes, un programme qui s'appelle Média, qui regroupe différentes aides, donc des aides qui vont venir à la coproduction des films. Et puis, mais quel que soit le comment dire l'objet, si on fait le parallèle avec la PAC par exemple, on peut constater que les aides vont souvent aux plus gros producteurs. Est-ce que dans le champ de la culture, il y a aussi ces grands écarts entre les majors et puis les petits éditeurs, les petits producteurs, les artistes locaux. On est ici dans une radio associative qui soutient les artistes locaux et le statut des artistes reste compliqué. Oui, alors là, moi, j'ai pas d'éléments sur quel type de film. Je sais que il peut y avoir des gros films. Il faut qu'un pays européen soit engagé pour qu'il y ait financement. La dernière Palme d'Or au festival de Cannes avait reçu des financements donc du programme Média. Donc ça peut être des petits films. C'est un événement comme le Festival de Cannes qui reçoit un soutien de l'Union européenne pour. Non, c'est le film qui a été primé, qui a reçu des financements pour pouvoir exister. Ce n'est pas c'est pas le Festival de Cannes qui reçoit des financements. J'ai mal compris. Voilà, non. C'est un soutien à la production cinématographique qui a pour but de favoriser la coopération entre professionnels de différents pays européens. Alors des choses plus proches de nous. Si aujourd'hui on peut voir les grands événements sportifs en clair, au moins sur une chaîne de télévision, eh bien, c'est parce que l'Union européenne l'impose. C'est-à-dire la Coupe du Monde de foot. La Coupe du Monde de foot, les Jeux Olympiques, le Tour de France. Si aujourd'hui encore, c'est obligatoirement diffusé dans tous les pays européens en clair sur au moins une chaîne, eh bien, c'est parce qu'il y a l'Union européenne demande dans son programme de soutien à la culture, effectivement, demande que ces événements soient accessibles au plus grand nombre. Voilà. Autre donc sur la culture, c'est des choses qui peuvent nous toucher au quotidien, mais il y a quand même le danger avec on revient sur cet accord de libre-échange qui est en train d'être négocié. Voilà. Et sur parce que là, le dogme de la concurrence libre et non faussée joue contre les protections, notamment françaises, que tu citais tout à l'heure. Et de subventions, oui, que l'on citait tout à l'heure. Donc la question, c'est est-ce que la culture est un bien, une marchandise comme une autre ou pas? De la même manière que l'Union européenne a exclu l'éducation, en disant l'éducation n'est pas une marchandise, et donc on laisse à chaque État organiser son système, voilà. De la même manière, pour l'instant, il y avait cette idée que la culture n'est pas une marchandise. Mais les négociations, donc il est légitime de pouvoir l'encourager et la protéger. Mais en même temps, il y a quand même des lobbies, il y a tout ça qui pèse. Oui, et c'est un des objets de ce cycle, c'est aussi de montrer que les citoyens ont la possibilité d'agir, de se faire entendre pour influencer les décisions des négociateurs européens. Oui. Il n'y a pas que le vote. Donc en France, on est surtout sur un système où on est habitué à déléguer, c'est-à-dire à voter pour des personnes qui vont nous représenter, donc sur une démocratie représentative. L'Union européenne offre, bien sûr, il y a la démocratie représentative avec le vote pour le Parlement européen, mais l'Union européenne offre aussi des espaces d'expression directe et de consultation directe. Et on fera un café, ce qu'on appelle un café action dessus, pour concrètement aller sur des sites européens et voir comment on peut participer et qu'est-ce que l'Union européenne offre comme possibilité.
Juste, je voulais dire que sur la culture, il y a aussi la pluralité de la presse qui est défendue par l'Union européenne. Toujours au nom de ce même dogme de la concurrence librement faussée. Mais oui, c'est-à-dire que l'Union européenne interdit souvent que des majors de la presse rachètent d'autres titres et qu'elles détiennent un certain monopole, par exemple sur la presse locale ou sur des presses spécialisées. Donc l'Union européenne agit énormément pour maintenir le pluralisme. Donc là, on voit cette concurrence librement faussée, elle va dans le sens de la pluralité d'informations. Comme pour la téléphonie, l'exemple de la téléphonie tout à l'heure, oui. Sauf que là, ça intervient directement sur l'information, la culture et la diffusion de l'information. Oui, par contre, mais rien n'empêche les journaux. L'Union européenne ne peut pas empêcher les journaux de faire tous le même titre, avec tous la même une, avec tous la même photo en couverture. Ça, c'est pas voilà. Donc après, effectivement, ce jeu de la concurrence va pousser éventuellement les journaux à titrer tous sur la même chose, à faire leur couverture sur les mêmes sujets. Mais n'empêche que derrière, l'Union européenne empêche qu'il y ait un monopole qui se crée autour de la presse et des médias. Oui, une garantie donc une forme de liberté. De pluralisme, ouais. Donc derrière, une liberté possible. Maintenant, possible. Oui, maintenant, oui, voilà. C'est après chaque journal qui est libre de son... Oui, ensuite, il faut s'en emparer de la liberté. S'en emparer. Terminons, si tu veux bien, peut-être un petit peu rapidement, mais c'est un domaine où on a plus conscience de ce que l'Europe fait pour nous, c'est l'environnement. Oui, c'est ce qu'on a vu dans le premier café débat, c'était que là, c'était peut-être la seule chose sur lequel les personnes qui étaient présentes avaient une idée. Donc, l'Union européenne intervient là par des normes, beaucoup, des normes sur la qualité de l'air, par exemple, sur la qualité de l'eau. Alors, certaines de ces normes, pour nous, nous obligent dans certaines régions de France, à améliorer notre qualité. Pour d'autres, elles sont moins contraignantes pour nous. Sur les déchets, on est très en retard. Donc là, les normes européennes nous obligent à monter. Par exemple, le fait que l'Union européenne demande à ce que les déchets soient au maximum triés pour qu'ils puissent ensuite être reconditionnés, réutilisés, puis ensuite, donc, quand c'est pas possible, que les matériaux puissent être séparés, que chaque matériel puisse être revalorisé, c'est-à-dire qu'on va réutiliser le plastique, réutiliser le verre, réutiliser les métaux, et puis dans les différents composants. Voilà, et dans un dernier recours, que ça puisse que ce qui reste, qui n'a pas été trié, valorisé, puisse être soit enfoui en décharge, soit incinéré. Mais c'est en dernier recours. Et nous, c'était pas tellement la politique que l'on avait dans la gestion des déchets. Donc là, l'Union européenne, par les normes et le fait que ces normes deviennent de plus en plus contraignantes au fur et à mesure des directives européennes, elles obligent à un comportement vertueux. À mettre en place des choses. On n'aurait pas mis en place concrètement des déchetteries sur nos territoires, des collectes séparées s'il n'y avait pas eu ces normes européennes qui nous y poussaient. Voilà quelques exemples concrets. J'espère que ça aura illustré ce que l'Europe effectivement fait pour nous. Alors tout ça permet le débat. C'est bien le but de ce cycle sur la citoyenneté européenne. Et je voudrais juste rappeler, avant qu'on se quitte, que le prochain événement auquel on vous invite, donc à l'espace Evaleco, 127 chemin de Saint-Marc, ça sera le 19 décembre, c'est un jeudi, à 19h. Et cette fois, on essaiera de creuser quel projet politique pour l'Union européenne en revenant sur l'histoire de la construction européenne et en essayant de se projeter dans l'avenir sur qu'est-ce que l'on aimerait que l'Union européenne devienne. Donc quel projet politique pour l'Union européenne? Le cycle qu'anime Evaleco se fait en partenariat avec le foyer Cépage, qui porte un dispositif européen qui s'appelle Europe Direct en PACA. Donc vous tapez sur un moteur de recherche Europe Direct et voilà, le dispositif permet d'accéder à tout ce qu'il peut y avoir comme aide, comme financement en particulier pour les associations. Au revoir. Bonne soirée.